Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'une femme au cœur de l'une des révolutions les plus importantes de l'histoire. Une figure tellement puissante que les livres ont presque réussi à l'effacer, mais dont le nom a survécu, chuchoté de génération en génération. OK, transportons-nous un instant. Imaginez la scène. C'est une nuit d'orage à Saint-Domingue. Au cœur de la forêt, dans une clairière secrète, des centaines d'esclaves sont là, rassemblés. Juste le fait d'être là, c'est risquer la torture, c'est risquer la mort. L'air est électrique. Et c'est pas juste à cause des éclats. On s'imagine souvent qu'une révolution, ça commence avec une bataille ou un manifeste politique. Mais là, à Saint-Domingue, qui était à la fois l'île la plus riche et la plus brutale des Amériques, qu'est-ce qui a bien pu transformer des siècles de souffrance en une véritable insurrection organisée? Eh bien, le catalyseur, c'était pas un général, c'était une prêtresse. L'étincelle, ce n'était pas un coup de feu, non, c'était un rituel spirituel, une cérémonie voodoo menée par une femme imposante du nom de Cécile Fatiman. Et c'est là que son histoire à elle commence vraiment. Alors, cette fameuse nuit-là, au bois Caïman, les insurgés ont scellé un pacte de sang. Et, attention, c'était beaucoup plus qu'une simple prière pour la liberté. C'était carrément une déclaration de guerre à la fois spirituelle et militaire contre leurs oppresseurs. Un vrai point de non-retour. Mais qui était-elle, cette femme, capable de catalyser une telle force? Pour comprendre son pouvoir, il faut revenir en arrière, à ses origines, qui sont en fait un concentré de toute la violence et de toutes les contradictions de l'époque coloniale. Née vers 1771, Cécile était littéralement le fruit d'un système brutal. Comme elle était métisse, elle n'appartenait ni au monde des maîtres, ni complètement à celui des esclaves. Elle vivait dans une espèce de zone grise, une anomalie vivante qui défiait la hiérarchie raciale très rigide de la colonie. Et c'est dans le savoir ancestral de sa mère qu'elle a puisé sa force. Elle est devenue une mambo, une prêtresse voodoo. Dans une société qui lui refusait tout statut, elle a réussi à atteindre une position de respect et d'autorité vraiment immense au sein de sa communauté. Et ça, c'est vraiment fascinant parce que ça nous force à déconstruire pas mal de clichés. Oubliez les stéréotypes d'Hollywood. À Saint-Domingue, le vaudou, c'était une véritable force d'organisation. C'était le langage secret de la résistance, un réseau qui connectait les plantations entre elles avec des chants codés, des rythmes de tambour. Ça permettait de planifier une révolte à grande échelle, juste sous le nez des colons. Il faut bien comprendre le contexte, c'est crucial. Pour les esclaves, Saint-Domingue, c'était l'enfer sur terre. L'espérance de vie se comptait en quelques années, c'est tout. Mais en même temps, de l'autre côté de l'océan, il y avait les idéaux de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Et ces idées-là, elles avaient traversé l'Atlantique et elles semaient des graines d'espoir et de révolte. C'est le leader Boukman Dutty qui a prononcé ces mots célèbres, mais c'est Cécile Fatiman qui a, disons, consacré spirituellement le moment. Son rôle n'était pas juste symbolique, il était stratégique. C'est elle qui a pris la peur et la rage de tout le monde et qui a transformé ça en une foi révolutionnaire inébranlable. Et l'effet a été immédiat. Explosif. En une semaine, le ciel de l'île était rouge. La cérémonie a fonctionné au-delà de toute espérance. Ce n'était plus une série de petites révoltes isolées, non. C'était devenu une véritable révolution, bien coordonnée. La guerre a duré 13 ans. Et Cécile, elle n'a pas seulement survécu, elle a combattu, elle a participé aux stratégies et elle a même solidifié sa position en faisant un mariage politique avec un général révolutionnaire. Elle a vu les plus grandes puissances européennes de l'époque, la France, l'Espagne, la Grande-Bretagne, se faire battre, ce qui a mené à la naissance d'Haïti. Et c'est ici que l'histoire devient un peu troublante. Comment ça se fait qu'une figure aussi fondamentale, aussi centrale, ait pu être presque complètement effacée des archives officielles? C'est un vrai casse-tête historique. D'un côté, on a les archives écrites, souvent rédigées par des hommes, des Européens. Et là-dedans, le rôle des femmes et des pratiques spirituelles africaines est systématiquement minimisé. Mais, de l'autre côté, il y a l'histoire orale, la mémoire du peuple. Et là, Harissa n'a jamais été oubliée. Pour les gens, elle est et a toujours été la mère spirituelle de la nation. Ce qui est incroyable, c'est que contrairement à tant d'autres révolutionnaires, Cécile a survécu à la guerre. Elle a eu cette chance de vivre dans la nation libre qu'elle a elle-même aidé à fonder. Et tenez-vous bien, certaines sources affirment qu'elle est morte en 1883 à l'âge extraordinaire de 112 ans. 112 ans. Pensez-y un instant. Ce chiffre, c'est pas juste une longue vie. Ça représente tout le chemin parcouru. De la cale d'un navire à l'esclavage, à la Révolution et finalement à une longue vie de femme libre dans un pays libre.
Son héritage est donc immense. Cécile Fatiman, elle incarne la résistance qui vient de l'intérieur, le leadership féminin dans un monde d'hommes et surtout l'importance vitale d'aller chercher les histoires qu'on a délibérément voulu cacher. Son histoire nous rappelle que les révolutions, ça se gagne aussi avec la foi et avec l'esprit. En fin de compte, l'histoire de Cécile Fatiman nous force à nous poser une question inévitable. Combien d'autres figures comme elle ont été effacées? Combien de héros et d'héroïnes attendent encore dans l'ombre des récits officiels? C'est peut-être ça la question la plus importante que son héritage nous laisse.